Bienvenue au podcast L'entrepreneuriat authentique par Nancy Richard. Ici, chaque semaine, je partage un ingrédient secret qui m'a permis de bâtir des entreprises où les valeurs brillent autant que les résultats. Authenticité, créativité, bienveillance. Ce podcast est votre dose hebdomadaire d'inspiration pour aligner passion et profession. Ensemble, découvrons les clés pour entreprendre avec cœur, audace et un brin de rock'n'roll. Prêt à libérer votre potentiel entrepreneurial? Branchez-vous, ça commence maintenant! Bonjour à vous, ici Nancy Richard, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite officiellement la bienvenue à cette entrevue du podcast de l'entrepreneuriat authentique dans le cadre de la mini-série intitulée « Les voies du passage authentique ». Et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir à l'écran, je reçois la lumineuse Cynthia J. Brunel que je vais vous présenter à l'instant. Alors, Cynthia, elle est une véritable perle. Elle accompagne le premier passage, celui de la naissance, en tant que doula. Elle fait également le pont avec le dernier passage comme doula de fin de vie. Elle est aussi la directrice de la faculté de fin de vie de l'école Cybelle, où elle va transmettre vraiment avec passion, rigueur et douceur. Puis au-delà de son expertise, mais Cynthia, elle est pour moi une amie précieuse. C'est une femme engagée, sensible, solide, qui incarne vraiment avec cohérence cette humanisation des deux grands passages de la vie. Alors, c'est un immense privilège pour moi de vous la présenter ou de vous la faire découvrir ou même redécouvrir. Alors, sans plus tarder, je l'accueille. Salut! Allô Nancy! Merci pour la belle présentation. Mais oui. Comment ne pas bien aller? Ça fait tellement plaisir. Je suis tellement contente que tu aies accepté de participer à mon projet. C'est un très beau projet. Puis tu mets bien, en fait, c'est ça. Tu as dit lumière tantôt en parlant de moi, mais je trouve que tu mets bien en lumière tous ceux qui passent ici aussi. Bon, je réussis ma mission parce que c'est exactement ça que j'ai en tête. Oui. Puis Merci pour l'accueil. Parlant de mission, ma chère, j'aimerais ça que tu nous passes un peu la table en disant c'est quoi le nom de ton entreprise, puis qu'est-ce que tu portes en toi justement en fait de mission? En fait, l'entreprise s'appelle Au Pont Couvé. C'est un nom que j'ai trouvé en octobre l'année passée, donc ça fait un petit peu plus qu'un an. Mais ma pratique, elle est depuis 2020. Okay. Donc, avant, je pratiquais sous mon nom. Puis, à un moment donné, je me suis dit, c'est le temps de devenir un peu plus sérieuse et de travailler sur une image de marque et tout ça. Fait que ça s'est fait plus tard que la majorité des gens dans l'entrepreneuriat, mais ça fait quand même bientôt 6 ans là, que je suis dans le milieu de l'accompagnement. Et en fait, ma mission, c'est vraiment d'accompagner les passages de la vie. Il y a beaucoup d'éducation aussi à travers ça. Je sens qu'on est dans un mouvement où la mort est de plus en plus importante aux yeux des gens. Il y a comme on a envie de redécouvrir ce passage-là. Puis c'est ce que je fais avec les familles là, que j'accompagne. Et évidemment, il y a le côté naissance aussi. Ça, c'est venu 1 an après l'ouverture de mon entreprise là, avec la fin de vie. Et la mission spécifiquement pour les naissances, en fait, c'est aussi de ramener l'importance de la famille, le partenaire ou la partenaire aussi, de mettre en lumière ça, que c'est véritablement une grande transition. Il y a plein de petits deuils et de belles nouveautés dans la naissance d'un enfant, dans la naissance de la parentalité. Fait que, je suis une passionnée des passages. On va dire ça comme ça. Oui, mais c'est cool ça. Hey, tu m'apprends quelque chose que tu as fait ta formation de doula à la naissance après. Oui, tout à fait. Je l'ai fait parce que j'ai eu des demandes beaucoup. En fait, quand j'ai fait l'accompagnement de fin de vie en formation, j'ai eu beaucoup de demandes pour du deuil périnatal. Et c'est là que j'ai découvert Cybelle parce que j'ai fait la formation avec Annie sur le deuil périnatal justement pour me spécialiser. Et avec le temps, j'ai fini par avoir aussi des demandes pour des interruptions médicales de grossesse. Mais j'avais juste mes expériences d'accouchement à moi à ce moment-là. Et j'avais vraiment besoin de connaître plus le processus. Puis finalement, ça l'a mené à ce que j'ai fait tout type de naissance finalement. Là. Oui, il y a eu des interruptions médicales de grossesse
des morts-naissances. Il y a eu des naissances où tout le monde était en parfaite santé après. Donc, j'ai ouvert un peu mes horizons par rapport à ça, mais il y a beaucoup de sens, en fait, entre tous ces passages-là. Il y a beaucoup de similarités. Ouais. Et oui. Beaucoup de similarités aussi, en fait, de support émotionnel qu'on peut apporter aussi auprès des clients, là. Oui, la posture est très, très similaire. Puis, dans la naissance, il y a beaucoup plus de gestion d'émotions qu'on le pense. L'anxiété qui embarque, le sentiment de sécurité qui peut être ébranlé assez facilement chez la femme, tout ça, c'est quand même des choses qu'on va retrouver dans la fin de vie aussi. Donc, cette capacité-là, être dans la présence, puis un peu tenir l'espace, c'est très à la mode comme expression, mais ça dit vraiment ce que ça a à dire, en fait. C'est d'être là, puis d'être solide. Ben, dans tous les passages, ça va faire du sens. Mais oui. Ouais. Puis quand est-ce que tu as su que tu étais vraiment à ta place, là, justement, comme doula, autant naissance que fin de vie? En fin de vie, c'est quand j'ai commencé à faire du bénévolat. J'étais en processus de formation et le premier soir que je suis allée faire du bénévolat, c'était le 31 octobre. Donc, on était à l'Halloween et ça la donnait pour la première fois de toute ma vie que je me rendais compte de ça. C'était la pleine lune en même temps. Je me suis dit, là, ça va tout péter. Finalement, ça a été une soirée tellement en douceur, puis d'être vraiment proche de ces gens-là, outre que par mes expériences personnelles, ça m'a vraiment réconciliée avec la mort en soi, où il n'y avait pas de cassure qui s'était fait, mais tu sais, quand c'est juste des proches, des gens que tu as aimés qui sont partis en avant de toi, oui, on a vu du beau, mais il y a aussi beaucoup de peine et de colère qui peut venir avec ça. Puis là, je voyais d'autres familles vivre ça. Ça m'a beaucoup réconciliée avec mes expériences. Je me rappelle que ce soir-là, quand j'ai repris mon auto à 10 heures le soir, je regardais évidemment la belle lune qui était là. Puis, il y a la chanson sur mon cellulaire qui est partie, puis c'était « What a Wonderful World ». Et je me suis mis à sourire, là, puis je me suis dit, ouais, ça, là, c'est vraiment, là, je suis vraiment sur mon X. Puis c'est sûr qu'en bénévolat, on est en soins. C'est plus les soins physiques, là, moi, que je fais dans ces maisons-là de soins palliatifs, là, mais ça reste que la clientèle en soi que j'ai avec l'entreprise et, bon, en bénévolat, ben, ça reste que c'est les gens qui traversent ces grands passages-là. Oui. Donc, ça m'a vraiment, là, je me rappellerai toujours de ce retour-là en voiture. Ça a été très, très marquant dans mon passage vers ce métier-là. Ouais. Ah, ben c'est sûr, mais tu vois, la musique, c'est vraiment un ancrage, un souvenir puissant. As-tu déjà pensé, toi, à quelle chanson tu aimerais faire jouer à tes propres funérailles? Oh mon Dieu, moi j'ai une liste, là. Ça est pesant. C'est lourd de penser à ça parce que mon chum, il dit plus quoi. Il y en a trop. Mais moi, ça va être un orchestre, d'après moi. Mais j'en ai quand même plusieurs. Mais What a Wonderful World en est une, mais repris par une autre personne que Louis Armstrong, c'est Cathy Melua. OK. Et c'est une artiste que ma mère aimait beaucoup. Parce que ma mère est décédée, pour ceux qui ne le savent pas. On entendait ces CD jouer, parce que oui, les amis, les enfants, des CD, c'est des choses qu'on mettait dans un stéréo puis qui jouaient des tunes qu'on n'a plus aujourd'hui. Mais on écoutait les CD de Cathy Melua tout le temps. Donc, il y a vraiment le moment où j'ai eu cette chanson-là dans la voiture, mais aussi en même temps avec une artiste qui est très significative. Là. Fait que je dirais que celle-là, c'est ma top. Ouais. Mais mettons qu'on est un peu fou, là. Ouais. C'est moi, il va y avoir un shooter de Fireball en quelque part dans ma cérémonie. Probablement à la fin, vu le choix de chanson qui va aller avec, mais on peut-tu deviner quelle chanson va jouer avec le Fireball? La chanson Fireball. Ben, donc voilà. Moi, je veux qu'on pleure. Mais à la fin, un shooter, c'est très représentatif de moi. Tout le monde va savoir que ça fait du sens. Ben oui, donc voilà mes deux choix. Oh, c'est cool. J'ai envie de faire du pont à ce que tu as dit avec ton CV de l'ancien temps. La petite Cynthia, quand elle était petite, là, elle rêvait de faire quoi comme métier? Oh boy, la petite Cynthia était mêlée, là. Ouf, j'étais mêlée. Moi, je savais pas ce que je voulais faire, mais j'ai toujours été très artistique.
Donc, OK. j'ai fait de la danse folklorique. Oui, oui, folklorique. J'ai fait de la chorale. J'ai fait de la peinture à tous les samedis matins pendant des années, de la peinture à l'huile. Du baladi avec ma mère. J'ai toujours été dans l'expression, la créativité. Donc, j'avais envie d'être là-dedans. Mais en même temps, j'avais un côté très entrepreneurial chez moi. Mon père est un entrepreneur, mes deux oncles sont dans la vente. Il y en a un qui est entrepreneur aussi, mon grand-père entrepreneur. Wow. C'est, je pense que quand on grandit dans ça, il y en a qui vont se laisser teinter un peu moins. Tu sais, je regarde entre ma sœur et moi, on n'a pas du tout développé les mêmes traits par rapport à ça, mais moi, j'ai vraiment pris ça Ouais. euh, avec moi, en fait. Je l'ai porté, puis à un moment donné, je me suis relancée dans la vente et tout ça parce qu'on me disait toujours, mon Dieu, toi, c'est sûr que tu vas être une bonne Ouais. vendeuse. Ouais. Mais j'ai fini dans le milieu automobile, finalement. OK. Ouais. Et ça m'a complètement ouvert des portes, là. J'ai adoré ce milieu-là et j'aime encore ce milieu-là. Mais il n'y a pas de place à la créativité. Beaucoup là, dans ce milieu-là, c'est très masculin. La petite Cynthia, elle n'a pas trouvé justement ce qu'elle avait besoin pour être nourrie. Fait que j'ai dit, je me suis dit, je vais arrêter à un moment donné d'être ce que la petite Cynthia voulait en fait prouver, je pense, avec part à son père, à ses oncles, à ces présences-là qui étaient très Ouais. importantes pour moi. T'sais. Mais la créativité a toujours été là, puis je la redécouvre. Maintenant, Mais depuis que j'ai 30 ans, là, je vais avoir bientôt 35, fait que ça. Quand cette entreprise-là, en fait, m'a apporté une redécouverte de cette oui. petite qui était là avant. Là. Ouais. Puis je suis persuadée là, que dans ta pratique actuelle, justement, pour pouvoir faire des rituels personnalisés, tu as ce pouvoir-là de l'utiliser maintenant, ta créativité, là. Oui, oui, puis je remercierai jamais assez ce côté-là entrepreneurial qui est là aussi. Ouais. Donc, les deux pôles dans cette entreprise-là se sont vraiment jumelés. Oui. Donc, la créativité, elle est vraiment là, Ouais. mais en même temps, j'ai encore gardé mon côté très, la rigueur que tu nommais, la structure. Bon, j'y travaille toujours un peu plus fort. La structure, ça, c'est un petit défi, mais quand même, j'en ai besoin. J'en Oui. ai besoin. Puis, dans le métier que je fais, être travailleur autonome, c'est Oui. pratiquement une certitude. Là. Donc, en tout cas, il y a un faible pourcentage qui réussissent à être engagés, mais c'est vraiment pas, faut pas s'y fier, disons. Non. Donc, j'étais contente d'avoir ça en moi quand même à la base parce que ça Mais peut oui. être un défi là, pour ceux qui n'ont jamais côtoyé l'entrepreneuriat. Là. Mais oui, puis Ouais. je trouve ça bien que tu fasses le pont justement sur les qualités qu'on peut comme transposer dans notre nouvelle entreprise pour pouvoir perdurer, parce que c'est comme ça aussi que chaque business qu'on peut créer, va être personnalisé à notre image, parce qu'on a toutes des qualités différentes aussi, là. Oui, oui. Puis une reconversion de métier, en fait. Oui. On ne dit pas adieu à ce qu'on était avant. On va toujours rester teinté de ce qu'on a fait par le passé. Puis il y a toujours des choses qu'on va continuer de traîner dans notre bagage. On va laisser de côté ce qui ne nous sert plus, mais on porte l'expérience, même si c'est dans un milieu qui est complètement à l'opposé, on s'entend, là, comme moi, c'est vraiment deux affaires. Mais quand tu regardes ça, il y a beaucoup de choses que je traîne quand même puis qui sont très utiles dans ce que je fais. Fait qu'il y a cette inquiétude-là que les gens ont souvent de se reconvertir. Oui, il y a un deuil de ce qu'on faisait avant, mais en même temps, il y a quelque chose qu'on va continuer de porter, c'est sûr. Là. Ouais. Mais oui, je vais rebondir sur porter l'expérience, justement. Est-ce qu'il y a eu un accompagnement qui t'a vraiment marqué puis qui a comme fait un avant-après dans ta posture professionnelle? Oui, puis c'est comme, j'espère que ceux qui m'ont écouté m'ont probablement, dans d'autres entrevues, quoi que ce soit, je n'ai peut-être parlé, là, mais c'est parce que c'est tellement le moment où ça a été significatif pour moi, mais tous les accompagnements ont un petit quelque chose. Mais ce monsieur-là, c'était toutes des premières pour moi. C'était toutes des premières. Ça a été mon premier accompagnement à l'aide médicale à mourir où j'étais présente. Ça a été la première funéraille vivante que j'ai fait aussi, que lui était toujours là, c'était son souhait. Ça a été mon premier accompagnement avec une personne qui était pas capable de communiquer par la parole ou très peu.
Donc, d'apprendre à communiquer autrement, c'était tout un défi. Puis en même temps, ça nous ramène tellement à la simplicité, tu sais. Donc, je me rappelle, c'était quand même, ça faisait peut-être 1 an là, que j'avais mon entreprise. C'était pas mon premier accompagnement, mais j'étais quand même assez, tu sais, le sentiment d'imposteur était encore un petit peu présent. Puis la confiance, ça se développait tranquillement, mais c'était pas encore tout à fait là. Puis quand tu arrives à communiquer avec quelqu'un qui est pratiquement non-verbal, c'est s'il y a de quoi qui te dit OK, je suis vraiment bonne pour ce que je fais, là, ça l'est, tu sais. Donc, il y avait plein de nouvelles choses dans cet accompagnement-là. Puis, juste d'organiser sa funéraille vivante. C'était dans le temps du COVID. Parce que moi, évidemment, j'ai lancé ça dans le temps du COVID. Cette entreprise-là, c'est super. C'était en 2021. Donc, c'était dans les moments où les salons funéraires, on pouvait juste être 25 personnes. Puis on pouvait pas aller dans les maisons. Lui était dans un immeuble à condo. Fait que, tu sais, c'est arrivé que je me suis fait passer en livreur là, pour pouvoir rentrer chez eux parce qu'on n'avait pas le droit. Puis lui, il était à domicile. Donc, il a fallu qu'on trouve une façon pour lui de voir ses amis, de dire un dernier adieu parce que sa famille, eux, allaient être présents à la journée de son aide médicale à mourir. Donc, on a cherché un salon funéraire qui acceptait de faire une funéraille, même si la personne n'était pas décédée. Parce qu'il se disait au niveau légal, c'est quand même, tu sais, c'est touché, là, tu sais. Donc, on a trouvé à Repentigny. Puis, je me rappelle plus c'était quoi, c'était un Alfred Dallaire, je pense. Fait que, shout out, ils sont incroyables. Ils ont accepté. Puis, cet homme-là a pu voir ses 25 amis, ben en fait 22 parce qu'on était, il y avait sa famille, ses filles aussi. Et il a tellement, tu sais, là, vagué sur l'énergie, l'adrénaline d'être là, l'amour qu'il y avait dans cette pièce-là. Il a été capable de raconter ses voyages. Wow! Pour quelqu'un qui parlait pratiquement pas, il a réussi à raconter des petites bribes de voyage à ses amis. C'est là, il a retrouvé cette force-là pendant un petit moment. C'était absolument magnifique. Ça a été mon premier shooter aussi dans une funéraille. OK. C'est rapport à ma grand-mère, là, mais mettons quelqu'un que je connaissais pas, là, tu sais. Fait que j'étais comme, bon, ben ça se fait. Finalement, c'est correct. On n'est pas si fou que ça de l'avoir fait, nous autres. Fait que c'était juste magique, tu sais, de voir ça. Une personne si fière de pouvoir dire bye. C'est tellement spécial. Il était tellement comme prêt. Il a choisi sa date de fête en plus. On va se le dire. Sa date de départ, c'était sa date de fête. Donc, tu sais, ça a été vraiment marquant. Puis, même son départ, tu sais, d'aide médicale à mourir, ça s'est fait avec une harpiste qui était là sur place. Ça a été une journée avec sa famille et tout ça. Puis, tu sais, j'étais pas à son chevet au départ, puis il a fait signe que je vienne le rejoindre avec sa famille. Tu sais, je me suis sentie tellement privilégiée, puis ça l'a vraiment nourri cette espèce de confiance-là, de dire, hey, tu sais, tu fais la bonne chose, tu es à la bonne place, garde la confiance qu'on t'accorde. De voir l'aide médicale à mourir aussi en vrai. Tu sais, ça, clairement, pour moi aussi, ça, c'est un avant-après, de mieux comprendre ce processus-là. Fait que tout cet accompagnement-là de A à Z, ça a été très riche, très, très riche. Puis ça a mis la table aussi pour la suite, là, clairement. J'ai comme perdu cette espèce de sentiment-là de ne pas être à ma place. Mais pas dans mon cœur, mais j'avais peur, en fait, aux yeux des autres. Du jugement de ce que je faisais. Mais c'était... j'ai eu la cafetière, il s'appelait Guy. D'ailleurs, j'ai eu la cafetière de Guy jusqu'à l'année dernière parce que ses filles me l'ont légué. C'est J'en avais besoin. Puis, Guy m'a fait mon café tous les matins jusqu'à, c'est ça, un peu moins d'1 an. Là. Fait que, mais je l'ai gardé, il est encore dans mon pantry. C'est drôle, c'est drôle. Oui. Hey, dis-moi donc, est-ce qu'il y a des choses que les gens qui ont envie de se reconvertir dans un métier, soit de fin de vie, de deuil ou de funéraire, qui n'ont pas pensé, tu sais, que tu ne penses pas de premier abord puis que tu devrais peut-être connaître avant de plonger? J'ai envie de dire que c'est très... ça semble très glamour en ce moment, l'accompagnement de fin de vie. On en parle, tu sais, il y a un beau momentum autour de ça, ça grossit et tout ça, puis c'est super. Mais il y a beaucoup de gens qui
peut-être qu'ils idéalisent un peu ce que c'est, cet accompagnement-là. Et la chose qui, pour moi, est importante, c'est de s'attendre à ce qu'on voit beaucoup de souffrance, tu sais. Ouais. Et pas nécessairement dans le physique, parce que, par exemple, si on est dans le deuil, on va voir de la souffrance psychologique, émotionnelle chez les gens qu'on va rencontrer dans les célébrations aussi. Mais on doit avoir fait un travail sur nous très important avant de recevoir ça. Ouais. J'ai de la misère à m'imaginer si j'avais pas, à travers moi, toute ma formation, fait le processus que j'ai eu à faire avec le décès de ma mère qui était tout récent. Donc, j'ai eu 4 mois là, entre le décès de ma mère et le début de ma formation. Mais je savais, mon intention primaire était, cette formation-là, oui, peut-être que ça va m'amener à faire autre chose, mais c'est surtout pour aller travailler au niveau de ce que j'ai vécu. Oui. Ça l'a pas tout réglé, on s'entend. Mais j'ai plongé bien en masse dans ce que j'ai vécu, ce que c'était, même ce que j'ai vécu pour des décès avant, des arrêts de grossesse aussi. Tout ça, ça m'a ramené dans toutes les pertes que j'ai eues. Puis je pense que le parcours de formation, on le sous-estime pour ça. Tu sais, moi, je le dis souvent, là, tu sais, avec Cybèle, je vais parler de Cybèle parce que, bon, je suis tatouée sur le cœur, là, mais c'est une formation thérapie, tu sais, vraiment. On peut pas le dire de même, mais il y a beaucoup de cheminement intérieur qui doit se faire dans ce milieu-là. Et ça, je pense que les gens ne s'y attendent pas nécessairement en s'inscrivant. Il y en a qui vont avoir fait ce cheminement-là, en fait, mais il y en a aussi qui s'y lancent sans se dire « Oh, je vais peut-être devoir, tu sais, des fois, avoir prendre une petite pause ou avoir besoin de réfléchir un peu plus. » Puis ça vient naturellement dans leur processus, puis ils vont prendre des pauses. Puis ils vont prendre le temps de réfléchir. Puis ça, c'est la bienvenue. C'est nécessaire dans ce milieu-là. Puis je pourrais dire la même chose des naissances, hein, parce que les naissances, on va vivre des choses, on va être témoin de choses qui peuvent nous ramener à nos propres blessures. Donc, il y a cette grande conscience-là de soi qui est primordiale dans ces milieux-là, qu'on ne parle pas beaucoup, je trouve. Ouais. Oui, j'aime ça, j'aime ça. Puis dis-moi donc, est-ce que tu te sens l'âme d'une rebelle ou un peu revendicatrice ou pas du tout? J'ai été beaucoup cette justicière. L'injustice va toujours faire partie des choses qui viennent me chercher le plus. Par contre, dans la douceur qui me qualifie bien, je pense que j'aime bien dire qu'on va réussir beaucoup plus de choses dans la douceur et dans les discussions que dans aller à la guerre tout le temps. Oui. Les femmes, on va à la guerre depuis toujours. Fait que on est nés, puis on est déjà en mode survie, puis en mode bataille. Donc, il y a ce côté-là en vieillissant que je me dis, c'est épuisant de toujours être dans la revendication, de toujours être au combat. Et c'est pas parce que j'ai pas envie de débattre et d'être l'avocate mais il y a une façon que en fait, moi, j'ai ma façon à moi de le faire. Oui. Puis, tu sais, quand j'ai envie d'être vraiment dans le combat puis d'être fâchée, ben j'en parle à mon chum. C'est lui qui reçoit tout ça. Mais en soi, je pense que j'ai cette âme-là en moi rebelle. Ça a toujours été. Tu sais, je suis le mouton noir de la famille, là, on s'entend. Mais plus je vieillis, plus je sais que je peux le faire d'une autre façon. Puis c'est dans la douceur beaucoup que je l'apporte. Puis avec toute ta belle douceur, est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais faire une espèce de révolution? La révolution, je pense que ce qu'on manque ici, c'est d'éducation sur nos droits, nos choix, Donc, moi, je suis pour le choix éclairé. C'est très typique de gens qui accompagnent là, dans les doulas, le choix éclairé, ça vient ensemble. Donc, le système n'est pas pourri de partout, on s'entend. Que ce soit le système de santé ou les soins palliatifs, on manque beaucoup de place, on manque beaucoup de lits.
dans ces milieux-là ou même dans les soins à domicile, en soins palliatifs. Donc, c'est sûr que moi, là, plus la population vieillit, plus je m'inquiète de voir qu'on ne met pas ça de l'avant. Ouais. Ça, pour moi, c'est primordial. Il va falloir qu'on aille, à un moment donné, à la bataille parce que, ben, je sais pas, on s'en va vers où. Je sais pas, on s'en va vers où par rapport à ça. Puis, bon, on peut dire que c'est peut-être positif pour ceux qui veulent faire de l'accompagnement en fin de vie, mais en même temps, on n'est pas médecin. On peut accompagner émotionnellement, oui, mais on va pas commencer à... On peut pas donner des soins, nous. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas faire et qui vont être nécessaires pour ces familles-là dans les ressources, dans les équipes soignantes, finalement. Il faut mettre beaucoup plus d'emphase sur les soins palliatifs, que ce soit à domicile ou plus de maisons de soins palliatifs en soi, qui sont des milieux de vie extraordinaires. Donc ça, je dirais que c'est mon combat numéro 1. Puis, c'est que l'aide médicale à mourir, c'est un sujet qui est très, très, très en vogue et tout ça, mais ça aussi dans une tangente de choix éclairé, j'aimerais que les gens puissent vraiment avoir toute la panoplie d'options. Que l'aide médicale à mourir ne fasse pas de l'ombre aux autres soins qu'on peut recevoir en soins palliatifs. Puis en ce moment, c'est un petit peu ça qui arrive. Donc, ça, je pense que ça va toujours valoir la peine d'en parler, en fait. Oui. Intéressant. Où tu t'imagines dans 5 ans? Ouf! Dans 5 ans. C'est sûr que, actuellement, c'est pas tout le monde qui le sait, mais je suis dans une posture de proche aidante quand même avec ma fille. Donc, il y a quand même, pour moi, il y a beaucoup qui dépend d'elle. Puis aussi de ce que je veux faire pour elle, si on veut. Mais dans 5 ans, l'entreprise est encore là. J'aimerais qu'il y ait des gens avec moi. Et c'est un peu le but aussi de faire la tangente vers un nom qui est outre mon prénom. Parce que si moi, je peux pas nécessairement être au chevet des gens ou faire des célébrations comme je le souhaite ou tout ça, si au moins j'ai une équipe avec moi qui peut le continuer, ce service-là, ce serait, pour l'instant, c'est ce que je vois le plus plausible dans 5 ans, puis ce qui me ferait du bien, en fait, de m'imaginer. Je veux continuer d'accompagner dans la mesure du possible, mais pour moi, faire grossir ce métier-là, je travaille aussi beaucoup avec l'Association canadienne des doulas de fin de vie pour que le Québec, on soit plus à l'avant aussi dans ce milieu-là, parce que là, c'est très anglophone au Canada. Donc, je me dis, tu sais, dans 5 ans, je veux continuer à me battre pour la place des francophones dans ce milieu-là. Mais Pont-Couvé va exister encore, mais j'espère que je vais avoir des acolytes avec moi. Ce serait ça, mon plan de match idéal. Mais en même temps, je suis pas une fille de... J'ai appris assez vite, en fait, que je peux pas me fier à un plan de 5 ans, moi, dans la vie. Ça marche pas. Je suis une vraie girouette. Fait que je me laisse porter. On va voir. On va voir ce que la vie m'apporte. Ben oui, tu te laisses voguer. Là, tu prends chaque vague quand ça arrive, un peu comme on fait avec des naissances. Hein? On dit tout le temps exact. Une vague à la fois. Hein? Une vague à la fois, mais la vague, je vais rester dans l'océan des accompagnements, en fait. Ben oui. Ouais. As-tu un rêve ultime là, que tu aimerais accomplir à un moment donné par rapport à l'accompagnement? Par rapport à l'accompagnement, mon rêve ultime, c'est tellement une bonne question. Écoute, ça aussi, c'est quelque chose que je suis pas bonne dans la vie pour avoir des rêves. Établir des rêves, c'est vraiment niaiseux. J'ai un rêve personnel, mais à part de ça, c'est comme... j'ai toujours eu de la misère à rêver à justement des projets, des choses comme ça, mais j'aimerais vraiment, dans l'accompagnement, là, mon but ultime serait vraiment de faire beaucoup de place à cette créativité-là, puis pouvoir l'utiliser là, plus dans ce que je fais comme travail. C'est une couleur qui me va très bien. La créativité, je sais que ça fait partie de moi, c'est ce qui me guide dans toutes mes décisions de vie, ce que je me rends compte avec le temps. Donc, comment est-ce que je pourrais allier l'accompagnement avec la créativité? Tu sais, j'aimerais vraiment être capable de trouver quelque chose qui allie les deux. Mais c'est le plus proche d'un rêve que je peux aller, je te dirais, parce que pour moi, c'est difficile d'avoir des rêves. C'est bizarre, hein? Mais non, je comprends pas...
Ouais. Non, moi aussi, j'ai revisité un peu. Je m'étais fait une bucket list à l'époque. Puis moi, quand j'ai un rêve, en fait, je le vois comme je dois le faire. Fait que je Ouais. pose des actions précises, puis je me suis rendu compte que, ben, elle était vide. Je les ai eues. Mmh. C'est ça. Fait que là, j'ai comme de la misère à en trouver des nouveaux, moi aussi, là. Ouais. Ah ouais, c'est assez. Ben, c'est parce qu'on met beaucoup d'emphase là-dessus aussi. Tu sais, dans Oui. les coachings, dans les choses comme ça. Puis ça m'a toujours mis comme pas inconfortable, mais il y a clairement une sortie de Oui. zone de confort dans cette Oui. question-là. Ouais. Oui. C'est pas inconfortable, mais ça l'est pas, c'est pas confortable non plus. Oui. Tu sais, fait Oui. que Ah, oui. ouais, c'est quand même particulier. Hmm. Mais ouais, c'est ça. Mais bon, on peut avoir des idées, Oui. puis que ça devient des rêves aussi au fur et à Oui. mesure. Tu sais, on sait Tu sais, pas. un rêve, ça peut être tout petit, hein. Tu sais, c'est pas obligé d'être Ouais. toujours la grosse affaire, là, tu sais. Ah non, tout à fait, tout à fait. Mais tu vois, mon rêve, mettons, le seul rêve que je suis capable de dire, là, spot Oui. on, c'est que je vais avoir ma Harley Davidson un jour. Ça, je Ah. l'attends. En fait, j'attends que mon chum trouve que ça fait de l'allure, là, parce que lui, il se dit qu'on a trop d'enfants pour faire de la moto, là. Ouais. Mais le jour, tu sais, ça, c'est pour moi, c'est très clair depuis Ouais. des années. C'est le seul rêve que j'ai été capable de mettre en mots Hmm. précis, puis que je suis capable de mettre sur un vision board, tu sais. Hmm. Fait que, tu sais, je me dis, bon, un à la fois, un rêve à la fois, une Oui. petite bouchée à la fois, puis après ça, on verra. On en trouvera un autre. Ben oui. Puis là, je m'imagine, tu sais, là, vu que tu veux une équipe un jour, justement, dans ton entreprise, tu vas avoir en quelque sorte une posture de mentor, veux pas, comme tu fais un peu avec les étudiants actuellement, là, finalement, à la Ouais, faculté de fin de vie, le conseil ouais. ultime que tu aurais à donner, justement, à ta future équipe. Ouh là là. Le conseil ultime, le conseil ultime. Ça, c'est pas facile non plus comme question, là, tabarouette. Euh, je, je dirais que il y a, ouais, tu sais, un peu comme je disais tantôt, que ce qu'on a fait avant versus aujourd'hui, ce qu'on veut Ouais. faire, euh, de faire confiance à chacune des parts de nous-mêmes, Ouais. de se laisser briller dans ce qu'on est, même si on trouve au début que ça fait pas de sens, ou de se laisser porter à travers ça, parce que tout ce qu'on a mis en place, les contacts qu'on a développés, même si c'est dans un autre milieu, que ça n'a pas rapport, tout ça est voulu, en fait. Mhm. Puis on a toutes nos croyances là-dessus, tu sais, mais il y a un plan à quelque part qu'on n'est peut-être pas capable de décrire, là, mais Ouais. quand on s'ouvre à, aux opportunités, à se dire la vie va m'amener ce que j'ai de besoin, puis ce que j'ai fait avant va me servir. Euh, la vie nous apporte ce qu'on a de besoin. Ça, c'est toujours, toujours, toujours. Quand on y fait confiance, Ouais. on va avoir les clients qui vont nous apporter quelque chose, que ce soit dur ou que ce soit facile. Donc, ça sert à rien de trop forcer les choses parce que finalement, on est pris en charge par je sais Ouais. pas qui, je sais pas quoi. Il y a une responsabilité, évidemment, là-dedans d'aller bon, se former, de mettre des choses en place, de se développer. Mais quand on est assez ouvert, puis qu'on est en paix avec tout ce qu'on a fait avant, je pense que ça serait difficile de se dire que ça ne marchera pas. Ouais. T'sais. Donc, ouais, c'est flou un peu comme conseil, mais. Ben, en fait, ça me fait penser encore à laisse-toi porter finalement. C'est comme un peu l'analogie C'est de tellement l'entrevue. ça, là. Porter. Ouais, c'est tellement ça. C'est tellement ça. On est tellement dans le contrôle. Tellement dans le contrôle dans tout. Ouais. C'est correct de laisser les reins à un moment donné, là, faire comme OK, là, Mm. voyons ce qui va apparaître pour moi, voyons ce qui s'en vient, puis faisons Ouais. confiance, là, tu sais. Oui, Ouais. tout à fait. Puis le seul Mm. contrôle qu'on a à avoir, c'est de maintenir une bonne attitude positive ici, puis c'est tout. Le reste, ça suit. Ouais, ouais, ouais. Puis les journées que c'est pas positif dans notre tête, ben on l'accueille, là. Bon, on y ouvre la porte, là, mais le lendemain, ça va être autre chose, tu Oui. sais, parce que tu le sais, l'entrepreneuriat ou ces parcours-là de reconversion, c'est des hauts et des bas constamment. C'est Tout pas le vrai temps. qu'après ça, mettons après un an, là, on devient un peu plus, bon, on fait un peu de sous, bon, non, ça sera pas plus facile. C'est Non. Oui. toujours de mettre des choses en place, Oui. de faire confiance, de se Oui. dire que, ben, ça va être des montagnes russes, Oui. mais il y a de quoi de beau là-dedans aussi, tu sais. Oui. Fait que, faut juste être capable de se dire, on garde le cap, oui, on garde notre positivisme. Quand ça va pas bien, ça va pas bien.
On ouvre la porte, on accueille ça, puis on passe à autre chose le lendemain, tu sais. Donc, ouais, on est humain, là, finalement. Là. On est tout humain. Fait que, douceur envers soi-même dans ces processus-là. Tout à fait, tout à fait. Ouais. On est humain, on garde le cap, on surfe sur des vagues. Moi, je trouve ça fantastique. Mais je te remercie d'avoir participé à ça, capitaine de bateau, aujourd'hui. Oui, capitaine! Mais écoute, je te souhaite une merveilleuse journée, puis je pense que ça conclut super bien notre entrevue, la douceur, puis la sage parole que tu as eue, qu'on est humain, puis on va vivre des belles expériences. Oui, mais merci à toi pour cette belle vitrine. Oui, ça fait plaisir, mais bonne journée tout le monde! Bonne journée! Bye bye! Pour de plus amples informations concernant mes entreprises ou mes services, vous pouvez visiter mon site web nancy-richard.com.